Bonjour, bonjour. Merci beaucoup au comité d'organisation, particulièrement à Madame Fourage, à l'Institut de musicothérapie de Nantes, au LabMine et à l'Université de Nantes, à l'ensemble des participants, et merci aussi à toutes les personnes que vous accompagnez, sans lesquelles nous n'aurions pas la chance de nous rencontrer. Je dirais même plus. Merci à toi d'avoir proposé que je vienne aussi participer à votre musique. Alors, tout d'abord, quelques précisions. Il va être impossible de présenter davantage qu'un condensé de nos expériences de travail qui sont fort longues, plusieurs décennies, 4 décennies à peu près, un peu plus, un peu moins, en 1 heure. C'est compliqué. Donc ça va être un condensé, un résumé. On va essayer d'aller à l'essentiel et surtout, n'hésitez pas à nous interrompre par des questions et à poser des questions après coup, puisqu'il y a un temps prévu pour cela. Encore une autre précision, avant de nous présenter individuellement, nous sommes cliniciens. Nous ne sommes ni théoriciens, ni chercheurs, même si l'un et l'autre, nous avons participé à différents travaux de recherche. Voilà. Gilles. Tu souhaites que je me présente, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Ah. Si tu veux bien. Alors, je suis pédopsychiatre et je suis aussi, je vais dire un très très gros mot, psychanalyste. C'est un mot très très gênant à l'heure actuelle. On se sent presque coupable d'avoir ce genre de parcours. Parce que, pour moi, ces théories sont celles qui parlent de l'humain en général. Au sens où l'humain, ça ne se résume pas à un cerveau, ni à un ensemble de mécanismes biologiques, qu'il s'agit d'un ensemble de théories de l'esprit, des théories qui prennent racine dans un corps biologique, vécu, ressenti. Ces théories, elles sont ouvertes, elles ne sont pas du tout fermées, et elles forment des modèles, un ensemble de modèles qui soutiennent, à mon avis, l'orientation et le sens dans le travail de psychothérapie, de rencontres et de soins. Elles ne disent pas pourquoi ces théories. Beaucoup de critiques à la psychanalyse disent qu'elles sont fausses, mais elles sont fausses parce qu'on leur attribue une orientation de causalité. Or, pas du tout. Mais par contre, elles donnent forme à des comment. Et elles donnent une valeur, et pour moi c'est peut-être le plus important, elles donnent une valeur positive au subjectif. Voilà. Ok. Alors, moi je suis Daniel Gorance, je suis pédopsychiatre et thérapeute familial qui suis passé de l'approche plutôt psychanalytique à l'approche systémique, sans renoncer totalement à l'approche psychanalytique. Mais je ne le dis pas tout haut non plus, parce que Gilles a bien insisté, c'est quasiment un gros mot. Alors, pourquoi l'approche systémique? Mon travail pendant longtemps à l'hôpital auprès d'enfants et d'adolescents pour des hospitalisations courtes, et le travail d'accompagnement avec leurs familles m'a incité à me former à cette approche qui fait également partie des approches humanistes, bien entendu, parce que ça donne aux enfants, aux adolescents, à leurs familles, un rôle actif dans la co-construction du processus thérapeutique, et j'ai pu constater que cela permettait, même au cours d'hospitalisation brève, des changements relationnels rapides. Voilà.
Bien entendu, ce travail s'appuie essentiellement sur la reconnaissance de la complexité de ce qui se passe dans les groupes, et le groupe familial est une déclinaison du groupe, on y reviendra. Cela également insiste sur le fait que les familles et les ados et les enfants ont des compétences pour s'engager dans des changements. Voilà. Est-ce que maintenant tu veux bien revenir sur la psychanalyse ? Ah, je veux bien, si tu m'y autorises. Oh. Alors, je dirais même plus, je te le demande. Psychanalyse et groupe, c'est pas forcément une évidence. C'est même assez peu connu que la psychanalyse s'est intéressée au groupe, mais Freud avait commencé, psychologie des foules, c'est déjà quelque chose à propos des groupes. Alors, qu'est-ce que ça suppose si on rapproche psychanalyse et groupe ? Eh bien, dans le terme psychanalyse, il y a l'idée que à l'intérieur de nous, il y a un monde interne, au-delà du biologique, qu'il y a des représentations mentales, des représentations de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, des scénarios, des fantasmes et des mouvements d'énergie. Alors, c'est important de se représenter que les groupes ont aussi un monde interne, un appareil psychique groupal, et que ces vécus groupaux ont une vie propre aussi, et que ces vécus groupaux peuvent s'actualiser dans la relation avec les thérapeutes ou avec les analystes, et que les analystes peuvent faire quelque chose avec ces actualisations, ces réactualisations dans les séances. C'est bêtement ce qu'on appelle le transfert, et évidemment il y a aussi des ressentis et des vécus partagés et aussi individuels chez les thérapeutes, et c'est aussi ce qu'on nomme contre-transfert. Ces mots sont plus largement connus. On pourrait rentrer, et on va essayer de le faire un petit peu plus tout à l'heure, dans des détails autour de ça, mais ça ne nous paraît pas tellement l'essentiel. Cher Dupont, nous avons partagé des choses qui nous paraissent essentielles et communes entre la psychanalyse et les systèmes. Je dirais même plus, il n'y a pas une théorie supérieure à l'autre. Parce que les théories, comme vous le savez, sont des constructions. Ce ne sont pas des vérités. Mais elles doivent nous permettre, d'une part, d'avoir un langage commun, parce que chaque théorie a son vocabulaire, alors quelquefois il y a des recoupements, mais pas toujours. Et puis, elles doivent surtout nous permettre de soutenir notre capacité à accompagner les personnes le plus souvent en difficulté qui nous demandent d'être à cette place. Et accompagner des personnes en difficulté est quelque chose de perturbant et déstabilisant. On y reviendra à plusieurs reprises. Et donc, il est important que chacun, chacune, puisse trouver, comme l'artisan ou l'artiste le fait, l'outil, et dans notre cas, il s'agit de l'outil théorique, qui lui donne le plus de confort possible pour s'engager dans ce travail difficile et déstabilisant. Ah, engagement. Je souscris psychanalytiquement. Je dirais même plus, il faut s'engager.
Il faut s'engager, et parce que dans le travail de soins, il y a une promesse. Il y a une promesse faite aux patients, implicite ou explicite. Il y a une promesse à se sentir concerné par ce qui arrive au patient, par ce qu'il vit, à se soucier de ce qu'il ressent, de ce qu'il exprime ou de ce qu'il n'exprime pas, et à se mettre au service d'un mieux-être. Il y a un engagement à tenir, et ça, quelle que soit la théorie de référence que l'on va utiliser. Et à ce titre-là, les diplômes ne sont nullement synonymes de compétences et n'autorisent en aucun cas à ne pas respecter l'humain chez chacun de nos patients. Et là, il y a une seule chose que l'on peut faire, c'est regarder en nous ce que l'on ressent et ce que l'on perçoit de cela. Dans tous les cas, il y a un mot qui est très utilisé à l'heure actuelle et très presque galvaudé, c'est le terme d'empathie. L'empathie, bien sûr, c'est un ensemble de mécanismes tout à fait indispensable, mais l'empathie ne suffit pas tout à fait, parce que pour que quelque chose se passe entre les thérapeutes et les patients, ou entre les thérapeutes et les groupes de patients, eh bien, il faut que les patients se sentent rencontrés. C'est-à-dire qu'il faut que les patients perçoivent que l'on a un sentiment ou des sentiments, une empathie ou des processus d'empathie vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de leurs difficultés. Je dirais même plus, il faut s'engager à rejoindre les patients. Et si cette étape n'est pas franchie, eh bien, on risque de majorer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On leur ajoute un problème. C'était, en plus de leur problème, ils ont le problème qu'ils ont des thérapeutes qui ne les comprennent pas, ce qui est quand même un coup. Et j'ai envie de revenir aux groupes, oui. Et à différentes sortes de groupes. On va rentrer dans le dur de la théorie. Il y a différentes sortes de groupes, vous le percevez bien. Une horde sauvage ou un groupe familial, un groupe famille ou un couple en groupe, enfin un couple, est-ce que c'est un groupe? D'ailleurs c'est un peu limite, on ne sait pas trop. Je dirais non, mais je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, il y a toutes sortes de formes de groupes avec des organisations intérieures, des fonctionnements qui sont très variés et très différents. Et en tout état de cause, il y a aussi une situation de ces groupes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, un couple devant ses enfants, c'est pas exactement le même fonctionnement qu'un couple tout seul à l'hôtel. C'est des situations différentes et ça amène des fonctionnements différents. Alors, psychanalyse, on a besoin de théories, mais ces théories, elles s'expriment par quelques mots qui sont assez forts. Et en psychanalyse, on utilise beaucoup le terme de fantasme. Alors, c'est bien sûr le fantasme au sens courant et habituel du terme. Mais il va nous falloir aller, pour les groupes, dans l'idée d'un fantasme groupal, c'est-à-dire d'un fantasme commun. Et en particulier, il y a un fantasme fondateur dans les groupes, c'est le fantasme de corps commun. Parce que on est assez habitué à l'idée que un sujet, un psychisme, un corps, tout ça, c'est cohérent. Mais un groupe
un groupe, il n'a pas de corps. Et donc, il va devoir se fantasmer un corps. Alors, le langage est venu à notre secours pour cela. Hein. Il y a le corps des pompiers, le corps des musicothérapeutes ou le corps des pédopsychiatres. Et quand on dit ça, c'est pas de la biologie, c'est un fantasme qui vient organiser la globalité. En tout cas, ce fantasme, il est fondateur de l'identité groupale et du sentiment d'appartenance. On appartient à un groupe, on appartient à un mouvement, on appartient à un courant politique. Ce sont des motifs groupaux, tout cela. Donc, l'appartenance avec les plaisirs et les déceptions qui sont attachés. Donc, il y a des affectivités qui sont liées. On aime se présenter de droite ou de gauche. On aime se présenter comme faisant partie du corps médical. Voilà. Hein, il y a toutes sortes de choses affectives. Et puis, il y a ensuite, avec l'émotionnalité, il y a aussi un fantasme très important dans les groupes qui s'appelle l'illusion groupale. Lorsqu'un groupe, surtout au début de l'installation d'un groupe, il y a un fantasme d'illusion groupale qui est caractérisé par le fait que il y a un plaisir à se découvrir ensemble avec des émotions plutôt positives en général, assez joyeuses, assez gaies et qui donnent un sentiment à chacun de faire quelque chose d'important et d'être fort ensemble. Cette illusion groupale, elle va durer un certain temps et elle est bien entendu une illusion à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle va ensuite s'effriter et tomber. On va se rendre compte que la force d'un groupe, elle n'est pas aussi invincible qu'on le pensait au départ. Il va y avoir des déceptions. Mais néanmoins, cette illusion groupale de départ, elle est fondatrice de quelque chose pour le groupe et pour les personnes qui constituent le groupe, fondatrice de l'identité, fondatrice de quelque chose de mise en commun et fondatrice du sentiment d'exister, d'avoir une valeur aux yeux des autres dans le groupe. Hein. Donc, ça va poser assez vite la question de la place de chacun dans chaque groupe. Évidemment, on appartient tous à plusieurs registres de groupes. On est partie prenante d'une famille, d'un engagement politique, d'un groupe scolaire ou d'étudiants. On a plein de registres comme ça dans la vie sociale. Mais dans chacun de ces groupes, on va avoir une place de sujet. Pas un sujet isolé, suspendu, mais un sujet du groupe, c'est-à-dire un sujet qui va se référer aux valeurs, au contexte, aux objets, aux objectifs du groupe. Et il y a toute une vie là qui est importante. Alors, tout ça, c'est un peu de la théorie, et j'ai essayé de chercher des images mentales pour donner un peu de corps à tout ça. Et j'ai pensé qu'en musique, c'était pas mal. On vit cela comme musicien en groupe. On n'est pas exactement le même musicien en orchestre, en quatuor à cordes ou en sonate violon-piano. C'est pas tout à fait les mêmes registres. Mais dans tous ces cas-là, on ne joue pas dans le même état d'esprit quand on est seul à faire des gammes chez soi ou quand on est à déchiffrer une partition avec trois collègues sans avoir l'ensemble
de l'orchestre, ou bien le jour où on se produit en orchestre ou en concert. L'état d'esprit est différent et le fonctionnement va être différent. Néanmoins, il y a des similitudes et des différences. Les similitudes, c'est que chacun joue sa partition. On a tous une partition à jouer. Je crois que vous dites, on a tous des systémiciens avec des cartes, un jeu de cartes. Un rôle. Un rôle. Mais chaque rôle, chaque partition ne va prendre son sens que par rapport à l'ensemble des partitions. Et il y a quelque chose qui est tout à fait important dans chaque partition par rapport à l'ensemble des partitions, c'est que chacun va porter une expression de quelque chose pour le groupe, pour les autres. C'est ce qu'on appelle la fonction phorique en psychanalyse. Le hautbois qui, d'un seul coup, se met à jouer un air particulier, il va parler pour tout l'orchestre de la gaieté ou de la mélancolie. Voilà. C'est ça la fonction phorique. Il parle pour tout le monde. Il est à la fois sa propre partition et à la fois il parle pour tout le monde. Dans la sonate, la situation est tout à fait différente. Il y a une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus exposée aussi. Mais il y a, par rapport à cette intimité, un plaisir ou des plaisirs qui y sont attachés, mais aussi des risques qui sont attachés à la relation d'intimité. Voilà des images, métaphores pour essayer de faire parler la théorie psychanalytique dans les groupes. Merci pour cet éclairage. Je vais partir d'un pied complètement différent dans le domaine des théories systémiques. Alors ça va être assez théorique. Les théories systémiques, c'est comme ça. La pratique est beaucoup plus amusante. Le courant systémique est un courant assez jeune qui s'est développé dans les années 50 aux États-Unis. Je vous passe les détails parce que ce serait fastidieux. Il y a plusieurs étapes fondamentales et sur lesquelles je vais revenir et je vais donner quelques définitions. N'hésitez surtout pas, si c'est obscur, n'hésitez pas à interrompre et à poser des questions pour que ça puisse devenir compréhensible. La première étape importante, la première date clé, c'est en 1952. Il y a un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson qui a travaillé avec une équipe aux États-Unis, à Palo Alto, dans un hôpital pour anciens combattants, où il y avait beaucoup de personnes souffrant de schizophrénie. Et son travail de recherche portait sur la communication chez les personnes souvent souffrant de schizophrénie. L'équipe de recherche a fini par formaliser quelque chose dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le double lien ou la double contrainte, qui participerait à la constitution de cette forme de souffrance. Alors c'est quoi le double lien ou la double contrainte ? Je vais vous raconter une histoire que certains d'entre vous connaissent, et tant pis. Ma mère, vous ne la connaissez pas, c'est bien comme ça. Ma mère, pour mon anniversaire, m'offre 2 superbes cravates en soie, une bleue, une rouge. Elle a envie de me faire plaisir. Et en même temps, le message, c'est « dis donc, tu pourrais t'habiller autrement et mettre quelquefois des cravates ». Mais ça, c'est pas dit. Alors je me réjouis, et pour lui faire plaisir à mon tour, la visite suivante, je mets la cravate bleue. Fièrement, quand elle ouvre la porte, je lui montre, et à ma surprise, elle a un mouvement de recul. Elle dit « je savais bien que tu n'aimerais pas la rouge ». Je me sens pas bien, ça vous fait rire, mais moi je me sens très mal. Alors je commence à penser aux études de psychiatrie. Non.
Donc, la visite suivante, je me dis, bon, ben, d'accord, la bleue, ça n'a pas bien marché, je vais mettre la rouge. Je mets la rouge, même scénario. Quand elle ouvre la porte, je montre, et elle me dit, tu n'aimes déjà plus la bleue? Mon angoisse monte d'un cran. Alors, je suis un peu perdu par ces messages paradoxaux. Il faut que je porte une cravate pour lui faire plaisir, mais en même temps, c'est jamais la bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai une idée, je mets les deux. Ah, déjà, dans la rue, les gens, ils me regardent d'une drôle de façon. Et puis, quand j'arrive, même scénario, ma mère me dit, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour avoir besoin de mettre 2 cravates? Donc, c'est ça le double lien, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a 2 messages simultanés à des niveaux différents qui rendent impossible que je réponde de manière satisfaisante. Du coup, alors ces messages sont bien entendu envoyés entre 2 personnes en interaction fréquente et intime, assez intime. Et du coup, mon malaise va s'accroître et je vais chercher les moins mauvaises solutions possibles, quitte à paraître bizarre, pour trouver une réponse. Voilà. C'est clair le double lien? Alors on avance. Alors, ça fait partie de la première cybernétique. Attention là, les gros mots vont pleuvoir. La première cybernétique, donc, qui a été construite à peu près à cette époque-là, avec des concepts comme celui de boîte noire, c'est-à-dire que dans un ensemble, un élément, ce qui se passe à l'intérieur, ça n'a pas d'importance, sous-entendu l'inconscient, donc on le contourne, on n'en tient pas compte. Ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les éléments. Alors, du coup, il se passe des choses avec des phénomènes de feedback. Et c'est la causalité circulaire qui est mise en avant, et ce qui se passe ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du passé. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de concepts comme ça. Je ne les détaille pas parce que ça a beaucoup évolué. Ça appartient toujours au concept systémique, mais ça a beaucoup évolué. Vous avez compris qu'il me provoquait un peu. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir de t'inviter, Gilles. Non. La deuxième grande étape, la deuxième grande date, c'est un biologiste qui s'appelle von Bertalanffy, qui a défini les ensembles vivants à l'équilibre. C'est un biologiste. Système vivant à l'équilibre. Alors, je vous donne les termes de sa définition, on va le décliner après. Vous verrez que ça peut se décliner aux groupes et aux familles. Et je reviendrai sur la définition que je peux vous proposer de la famille. Donc c'est un ensemble d'éléments en interaction, dans un certain contexte, avec une finalité et en évolution. Donc j'aurais bien ensemble d'éléments en interaction, imaginez des personnes, imaginez un groupe de musicothérapie par exemple, dans un certain contexte, celui du groupe, celui de l'institution, etc., avec une finalité qui est de faire un certain travail à vocation plutôt thérapeutique, et en évolution, il y a un début, il y a une fin, etc. Alors comment on pourrait décliner ça au niveau de la famille? Parce qu'avant tout, j'ai été thérapeute familial pendant longtemps, il faut bien que je vous parle un peu des familles. La définition de la famille a beaucoup évolué et a beaucoup changé, et elle est encore changeante en fonction de l'histoire, bien entendu, et en fonction des valeurs défendues par telle ou telle société, etc. Pour autant, sur un plan systémique, on pourrait, si vous en êtes d'accord, sans ça vous réagissez, c'est un ensemble de personnes en interaction qui sont tenues par des liens de 2 types, des liens horizontaux qui sont des liens d'alliance, comme le mariage, le pax, etc.,
ces liens-là sont solubles. Et des liens verticaux ou liens de filiation ou liens de sang qui, eux, sont indissolubles. Ces personnes sont un ensemble sur au moins 2 générations pour constituer une famille, vivant parfois sous le même toit, mais vous savez bien que ça n'est plus tout à fait obligatoire, avec un projet commun. Et en évolution, selon le schéma du cycle de vie sur lequel on va revenir. La famille est plus que l'ensemble, ou le groupe d'ailleurs, est plus que l'ensemble, et Gilles l'a laissé entendre également, que l'ensemble de ses membres, parce que la famille, une famille, c'est N plus 1, c'est-à-dire le nombre de ses membres plus la famille. Elle réagit en tant que famille. Elle réagit comme un tout. La famille est organisée, mais je crois que tous les groupes le sont, hiérarchisée, avec une hiérarchie qui peut être constante ou variable, avec des rôles, et les membres interagissent selon les principes de la causalité circulaire, A agit sur B, qui agit sur A, qui agit sur B, etc., de la théorie de la triangulation, on n'en a pas fini avec la théorie, et selon les axiomes de la communication. Attention, les axiomes de la communication. Alors, ils sont rassemblés dans un petit livre, j'ai vu je l'ai laissé là, mais je pourrais vous le montrer, qui s'appelle, qui a été écrit par un groupe sur les axiomes de la communication. Bien. Je vais reprendre les points principaux et vous les détailler. Donc, on décortique ce qui se passe dans une communication entre différentes personnes, dans un groupe ou dans une famille. Il y a du sexe. Il est curieux, hein. On voit bien les tendances des psychanalystes. Hein. Je te le dirai pas. Donc, premier axiome, il est impossible de ne pas communiquer. Dans une interaction, tout comportement, et il n'existe pas de contraire à comportement, hein, tout comportement a la valeur d'un message, c'est-à-dire d'une communication à laquelle les autres réagissent en communiquant à leur tour. Par exemple, je rentre, je m'installe et je vous tourne le dos. Il y a un message, c'est un comportement auquel vous allez réagir. Si vous avez des tomates bien mûres, vous allez me les balancer, ou alors vous allez faire le choix de me siffler, ou alors vous allez tous sortir de la salle. Mais quelle que soit votre réaction, ça va me faire réagir à mon tour. Donc, il est impossible, parce que j'ai essayé en vous tournant le dos de ne pas communiquer. C'est loupé. C'est loupé, vous avez réagi. Ça, c'est le premier axiome. Ça va? On continue. Il y en a 5. Hein. Faut pas taper sur la table. Sur qui je peux taper? Contenu et relation. Ça, c'est le deuxième axiome. Je n'ai pas d'eau. Ça, c'est le contenu. D'accord? C'est un indice. C'est noté dans le cadre d'une relation. Je n'ai pas d'eau. Qui est l'ordre. Ou alors, je n'ai pas d'eau, s'il te plaît, Gilles. Ce n'est pas tout à fait la même relation. Contenu et relation. C'est compréhensible en fonction du contexte. J'ai beaucoup parlé, j'ai soif, il faut me donner à boire. Dans une relation saine, contenu et relation concordent, sont congruents. Dans une crise, c'est la définition de la relation qui est mise en cause. Gilles peut très bien dire, très gentiment, écoute, prends ma bouteille. Et il peut aussi dire, t'as qu'à te servir. Donc, ce n'est pas tout à fait la même définition de la relation. Donc, contenu et relation sont deux choses complémentaires qui, 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 qui,
Axiome, la ponctuation de la séquence des faits. Si vous venez chez moi, ma femme va vous dire « Mon mari est toujours en retrait ». Alors je vais vous dire « Je me mets en retrait parce qu'elle est toujours agressive, donc c'est pour me protéger ». Alors elle va dire « Oui, mais je suis agressif parce que tu ne t'occupes pas de moi ». Etc. Vous voyez, il y a une ponctuation, une séquence de la ponctuation des faits qui va vous mettre face à une manière de communiquer un peu différente. Si j'avais commencé à parler, ça aurait été un peu différent. L'autre exemple archi connu, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est l'expérimentateur et le rat. Le rat peut tout à fait s'imaginer, si vous commencez par l'interroger, qu'il est en train de dresser son expérimentateur à lui donner des bonnes choses à manger. Pendant que l'expérimentateur, si vous commencez par lui, dit je suis en train de voir comment créer un réflexe conditionnel chez le rat grâce à des friandises. Et ce n'est pas tout à fait la même chose si on commence par l'un ou si on commence par l'autre. Est-ce que c'est le dernier qui a parlé qui aura raison? Ça, je vous laisse imaginer. Quatrième axiome, communication digitale et analogique. Le langage digital ou verbal possède une syntaxe précise, mais manque de sémantique. Je n'ai pas d'eau. Parfaitement neutre. Gilles ne peut pas comprendre. D'accord, tu n'as pas d'eau, mais alors, qu'est-ce que tu me veux? Donc, il manque de sémantique appropriée à la relation. Si je lui dis « je n'ai pas d'eau, Gilles », là, il va comprendre que je lui demande gentiment de me servir. Si je lui dis « j'ai pas d'eau », alors il va me dire « ça va pas, non, débrouille-toi », enfin bref. Donc, le langage analogique, si je fais comme ça, lui, il a bien entendu une sémantique, un sens compréhensible dans le cadre d'une relation, mais il n'a pas la syntaxe. Je peux faire ça et je lui dire « d'eau je n'ai pas », il comprendra quand même. Enfin, moins bien. Bon. Un autre exemple archi connu pour différencier la communication digitale et analogique. Je vous demande en arrivant « comment allez-vous » et vous me dites « ça va ». Alors, je ne peux pas comprendre parce que ce n'est pas congruent. Je vais être dans notre culture. Il y a des cultures où on dit ça va comme ça. J'en connais pas beaucoup, mais ça fait rien. Si vous me dites ça, ça va, bon, je vais être obligé de chercher à clarifier pour essayer de comprendre. Donc, communication digitale et analogique. Vous voyez bien que ça ne correspond pas dans le ça va. Dernier axiome, interaction symétrique et complémentaire. Une relation fondée sur l'égalité, comme entre moi et ma femme, par exemple, est symétrique. C'est-à-dire qu'on est tous les deux fondés à définir la relation. Bon, tu as choisi les vacances l'année dernière, c'est à mon tour de les choisir. Sauf que des fois, je ne suis pas d'accord pour que ce soit son tour. Du coup, là, il va y avoir une escalade symétrique. Chacun de nous deux va être fondé à essayer de définir la relation à égalité avec l'autre. Une relation fondée sur la différence va être dite complémentaire. L'un va être en position haute et définir la relation, et l'autre va être en position basse et laisser l'autre définir la relation. Moi, j'aime mieux être en position haute. Ma femme n'aime pas du tout. Et en fait, une relation saine, c'est une relation qui permettra d'évoluer sans cesse, comme dans un couple de danseurs. Il y en a un qui guide à un moment, un autre qui guide, etc., qui se laisse guider, etc., et puis ça s'inverse. Ça peut évoluer avec souplesse entre différentes positions relationnelles. Les 5 axiomes, ça passe? Ça passe? Oui. Bon, alors... C'est compliqué, hein, il y en a beaucoup. Maintenant, il n'y en a que 5. Mais on va continuer avec la théorie des triangles. Le triangle, et c'est pour ça que j'ai réagi à la notion de couple tout à l'heure, même s'il y a du sexe.
le triangle est le plus petit système de relations stables existant. C'est-à-dire que quand il y a 3 personnes ou 3 éléments en interaction, ça peut être stable. Un couple on peut constituer un couple, un petit ensemble en couple, mais ça devient très vite instable si on ne triangule pas avec quelque chose d'autre. Par exemple, un couple va trianguler avec le sexe. Bon, sois sage. Un couple va pouvoir trianguler avec le membre d'un couple, avec sa famille d'origine, assez vite, pour aller montrer qu'on a bien compris l'histoire des cravates, ou avec un idéal, ou avec un produit, ou avec une tierce personne, pour pouvoir rester stable. On fait un bébé ? Ou avec un enfant. Bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est quand il y a 3 éléments en interaction, il n'y a pas plus de possibilités d'interaction, de relations duelles que d'individus. 3 individus, voilà. Alors, dans le triangle relationnel, pourquoi c'est important ? Parce que le triangle qu'on dit fondamental, c'est le triangle des 2 parents et de l'enfant. C'est celui dans lequel l'enfant va apprendre les interactions, les relations. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est là où il va faire son apprentissage de ce que sont les relations. On lui épargnera la scène primitive, malgré les souhaits de Gilles. Dans un triangle, on peut examiner les hiérarchies. Il y a éventuellement un ou une chef de famille, des fois c'est l'enfant, et là, c'est pas tout à fait cohérent. On peut examiner les alliances. Par exemple, les 2 parents font alliance pour élever l'enfant, avec une frontière générationnelle. On peut examiner les coalitions, ça c'est quand ça se passe mal, c'est par exemple quand une mère et un enfant se mettent contre le père, ou voilà. Donc tout ça, ça peut donner des sujets d'observation et d'étude. Alors, pour revenir à la notion maintenant de famille, pour sortir du triangle, elle évolue dans le temps, en fonction de ce qu'on appelle le cycle de vie. Alors, un groupe a aussi un cycle de vie. Il y a une naissance, il peut y avoir une mort, etc. Mais le cycle de vie familial, on le fait partir en général, c'est donc on définit des étapes et on le fait partir en général du moment où le jeune adulte quitte la famille. Donc, première étape, il s'installe comme célibataire. Deuxième étape, il rencontre une amoureuse, il s'installe en couple. Troisième étape, enfin Gilles va être content. Ils font un enfant. Avec le désir. Oui. Ils font un enfant. Donc le premier enfant, 3e étape. 4e étape, l'adolescence du premier enfant. 5e étape du cycle de vie, le départ du premier enfant de la maison, et ensuite le départ du dernier enfant. Des fois c'est le même, et qui confronte le couple parental au syndrome du nid vide. Moi j'ai vécu ça déjà, c'est dur. Voilà. Et puis le cycle recommence avec le célibataire installé, l'enfant qui est parti, etc. Voilà, c'est un cycle de vie. Chaque étape du cycle de vie confronte à un réaménagement des relations. Une personne en plus, une personne en moins, etc. Et ça donne lieu à des crises d'adaptation que la plupart des familles sont naturellement aptes à dépasser, mais pas toujours. Voilà.
Et on arrive à la deuxième cybernétique avant de revenir au groupe. Si. Au groupe sur le plan psychanalytique. Tout ça, c'était dans le cadre de la première cybernétique. Les thérapeutes ont évolué sous l'influence d'un physicien très brillant qui s'appelle von Förster vers la deuxième cybernétique. Von Förster a travaillé avec la plupart des ténors des thérapies familiales systémiques, la plupart des systémiciens. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas observateur et observé. Dans un système, dans un groupe, on fait tous partie du système thérapeutique. Dans un groupe de musicothérapie, même s'il y a des personnes, vous avez vu que dans un groupe, il pouvait y avoir une hiérarchie, il peut y avoir une hiérarchie des rôles, hiérarchie temporaire, hiérarchie fixe, etc. Il y a des pays où la hiérarchie est figée, à tout jamais. Je ne citerai aucun pays. Donc, le point de vue des thérapeutes a évolué, où d'abord, il s'agissait d'observer ce qui se passait, mais qu'est-ce qu'il ou elle lui fait? C'était l'interrogation. Il fallait observer pour permettre des changements. Ensuite, ils sont passés à l'idée, mais que font-ils ensemble? C'est-à-dire que il y a la ponctuation de la séquence des faits, la circularité, la causalité circulaire, etc. La dernière interrogation, c'est que faisons-nous ensemble? Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, à partir de ce moment-là, c'était plus simple de prendre en compte toute la complexité du groupe et du groupe familial. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie plus seulement sur l'ici et maintenant, mais le poids de l'histoire et ses conséquences sont importants. L'inconscient est important. On n'est plus obligé de contourner la boîte noire. On y met son nez pour y voir clair. Ensuite, il y a un thérapeute familial dont je vous recommande la lecture, belge, il est décédé, il s'appelle Moni El-Kaïm, il a écrit des ouvrages tout à fait fondamentaux. Je suis désolé que ce ne soit pas sur la table de presse, mais ça existe dans la collection Point. Il y a Si tu m'aimes, ne m'aime pas, de Moni El-Kaïm, facile à retenir, Si tu m'aimes, ne m'aime pas, et Panorama des thérapies familiales, où il présente toutes les formes de thérapie familiale qui peuvent exister en donnant la parole aux uns et aux autres. Moni El-Kaïm a mis au point deux concepts tout à fait intéressants, qui est celui d'assemblage, un petit peu différent de celui qui avait été donné par von Bertalanffy. C'est un ensemble créé par différents éléments en interrelation dans une situation particulière. Il ne parle plus de contexte, mais de situation. Par exemple, dans un groupe de musique, les différents éléments seront chaque musicien avec son instrument. La situation particulière, c'est qu'ils veulent produire un morceau et arriver à le jouer ensemble correctement. Donc, ces différents éléments, c'est un ensemble. Et puis, quelquefois, il arrive qu'il y ait l'ensemble des cordes et l'ensemble des vents, l'ensemble des percus, etc., et qu'il y ait des interactions, des intersections entre les différents ensembles, et ça donne lieu à des résonances. Alors sur le plan musical, on peut percevoir ce que c'est la résonance, mais sur le plan affectif, sur le plan d'une thérapie, sur le plan d'un groupe, quand moi, je rencontre quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que moi, ou qui arrive dans le même état de colère ou d'angoisse que moi, le jour où on doit se rencontrer, ça crée des résonances affectives. Et ces résonances sont tout à fait importantes parce qu'elles donnent des clés pour s'engager dans le processus thérapeutique de co-construction. Voilà. Donc, on en arrive à la conception constructiviste de la co-construction. Il n'y a plus ceux qui observent et ceux qui sont censés observer. Voilà.
Donc ça devient de plus en plus complexe et cette complexité doit être prise en compte. Qu'est-ce que ce serait un orchestre où chacun des musiciens n'écouterait pas les autres musiciens? Je vous le demande. À ton tour, Gilles. Oui, la résonance est aussi quelque chose qui est tout à fait important dans les théories psychanalytiques des groupes ou des familles. La résonance émotionnelle, la résonance affective et aussi les résonances contextuelles. C'est-à-dire qu'une salle avec sa résonance dans une occasion particulière. C'est-à-dire que si on fait un concert dans un amphithéâtre romain dans un pays en guerre, ça mobilise des affects ou des émotions différentes que si on est dans une salle de concert à Paris, à Gaveau ou à Pleyel. En tout cas, ce que Daniel a proposé, c'est que ces résonances font vibrer des similitudes et des différences en nous. Et c'est là que intervient la notion de perturbation. C'est-à-dire que ça vient perturber nos équilibres émotionnels et énergétiques et affectifs. Donc il y a du connu, parfois du trop connu, et il y a aussi de l'étrange. Qu'est-ce que ça vient dire tout ça? Ça vient dire que finalement, thérapeutes, systémiciens ou analystes, de toute façon, nous mettons au service du groupe des patients ou au service des patients, de toute façon, nous mettons notre propre personne, notre propre appareil psychique au service du fonctionnement du patient et de sa possibilité de penser ça. Alors, pour les psychanalystes, on cherche beaucoup à devenir conscient de ce qui se passe, mais il y a aussi, on sait bien, du soin qui ne passe pas forcément par le besoin de devenir conscient et de mettre en mots. On peut avoir des communications plus directes ou différentes de la mise en mots. Mais, quoi qu'il en soit, comme dans la théorie des systèmes, on ne peut pas ne pas communiquer, eh bien, dans les groupes psychanalytiques, on ne peut pas ne pas penser non plus. On a forcément des pensées. Et donc, moi, je pense que c'est mieux d'essayer d'en prendre conscience. Voilà. Ça veut dire que dans le travail, il y a... Je suis d'accord. Un travail d'observation dans la séance, d'observation des interactions, d'observation de ce que produisent ces interactions, c'est-à-dire on va quand même chercher les émotions. Et puis il y a un travail de notation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'inscrire dans notre mémoire ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, y compris en nous, nos propres fantasmes, nos propres pensées, et essayer d'en faire quelque chose dans l'après-coup. Et là, ça vient dire que le travail en séance ne suffit pas. Il faut aller travailler avec d'autres sur ses propres fragilités, pour que les perturbations ne viennent pas les faire exploser, parce que exploser en séance, ça ne sert pas beaucoup les patients. Et donc il y a un travail sur soi forcément, qu'il soit systémicien ou psychanalyste, je crois qu'on sera d'accord. Et puis il y a du travail possiblement en groupe sur ce matériel que l'on a gardé en mémoire, parfois que l'on a pris en note ou que l'on a enregistré avec une caméra, pour essayer de repenser, pour essayer de mieux voir. Et pour les psychanalystes aussi, pour essayer mieux voir, c'est-à-dire aussi transformer nos premières impressions en impressions
plus consciente, et que ça, c'est déjà transformer quelque chose sur les faits. C'est assez intéressant, par exemple, de voir que quand on est dans un groupe d'observation de bébés et qu'on lit ces notes d'observation, on va discuter pendant une demi-heure entre nous de là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, là il s'est passé ça. Et puis un exercice intéressant, c'est de relire les notes après coup, et on se rend compte, tiens, ça j'avais pas vu, ça tu l'avais dit, mais voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé en nous, entre nous et les patients, et qui va se remettre en jeu ensuite dans les séances suivantes. Ça, ce travail, à mon avis, il est difficilement contournable dans la durée. Je suis tout à fait d'accord, je ne vais pas mettre le chapeau à chaque fois, mais c'est ce qui fait la différence, ce travail d'après-coup, dans l'après-coup, entre une activité, on fait de la musique ensemble, et un groupe thérapeutique. Une activité, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de notation, il n'y a pas de travail après-coup, il n'y a pas de travail après-coup sur soi. Dans un groupe thérapeutique, qu'il soit systémique ou psychanalytique ou encore d'autres reposant sur d'autres théories, eh bien, il est indispensable qu'il y ait cette dimension. Sans ça, c'est une activité. Et souvent, les gens, vus de l'extérieur, ils se disent « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Une activité, ils n'ont qu'à aller au centre aéré, il n'y a pas besoin d'être un hôpital de jour. » Alors, c'est vraiment, il faut s'obliger à cette étape. C'est fondamental. Quand on a des dizaines d'années d'expérience, quelquefois on fait ce travail entre soi et soi. C'est pas toujours facile. Mais oui. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on conclut ? Je ne sais pas, je regardais le temps. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour mieux. On gardera 10 minutes pour les questions. Oui. D'accord. 5 minutes. Il y a un point que je voulais évoquer avec vous, c'est la notion de groupe de travail. J'ai évoqué différentes sortes de groupes, différentes sortes de fonctionnement de groupe. Et Bion a avancé quelque chose de tout à fait important, c'est la notion de groupe de travail. C'est pas seulement le fait que quand un groupe se met au travail, il se définit une organisation, il se définit un objectif, et il essaie de mettre en œuvre ça. Si vous prenez un orchestre qui est en train de répéter, évidemment, le chef est en train de faire travailler les cordes. Pendant ce temps-là, les vents sont en train de se raconter des gaudrioles, et puis le timbalier est en train de réaccorder sa timbale pendant ce temps-là dans son coin. Ça fait pas un concert et ça fait pas une belle musique. Néanmoins, il y a quelque chose qui travaille. Si vous avez l'expérience de petits groupes de soins, vous avez sûrement été traversé par l'impression, le sentiment que tiens, là c'est intéressant, ça travaille, ou là c'est bizarre et il s'est passé des choses, mais on a l'impression que ça ne travaille pas. Alors ça c'est tout à fait important. Bion a montré que un groupe de personnes peuvent s'entendre pour ne pas travailler, c'est-à-dire pour ne pas avoir avancé vers quelque chose qui est moins connu, qui est mal connu, qui n'est pas familier. Alors, ça a été nommé résistance au changement, toutes sortes de choses comme ça. Mais Bion le décrit, à mon avis, très très finement. Et il y a des fantasmes qui sont attachés à ça. C'est-à-dire que si le chef d'orchestre qui travaille avec les cordes est en train de se demander en même temps, mais qu'est-ce qu'ils foutent les vents là
à rigoler ensemble, il va être déconcentré et il n'arrive plus à faire travailler le sous-groupe dans le groupe. Eh bien, ça, c'est une observation ou un travail d'observation fin tout à fait important d'essayer de comprendre et de remarquer comment, dans un groupe, chacun peut contribuer à l'avancée du travail du groupe ou bien l'empêcher. Il y a différentes sortes, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est assez subtil et complexe, mais en tout cas je voulais attirer votre attention là-dessus parce qu'on peut effectivement faire des séances et des dizaines de séances de travail avec des patients et se découvrir au mois de juin qu'il ne s'est rien passé. Et ça, c'est détestable. Et ça donne des arguments à nos tutelles qui comptent les sous et qui me disent mais qu'est-ce que vous foutez Voilà. Mot de conclusion. Pour conclure, trouvez les outils théoriques avec lesquels vous vous sentirez suffisamment confortable pour vous engager à rester empathique avec les personnes que vous accompagnez. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, pour cette introduction et cette plongée dans la question du groupe, autour, voilà, je ne sais pas quel mot employer. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour des questions. Oui, Pierre, là-bas. Alors peut-être faut-il un micro. D'accord. Faut crier. Merci beaucoup pour votre question. Question suivante. Voilà, ça fonctionne. Pierre, donc étudiant au DU de musicothérapie de Nantes, je voulais juste vous remercier pour la clarté de votre intervention, à tous les deux, et vous dire que pour moi, en tout cas, c'est une intervention qui me restera en tête lorsque je mettrai en place des groupes thérapeutiques, et en particulier pour l'observation des fonctionnements et dysfonctionnements, et je me demanderai qui, de la systémie ou de la psychanalyse, portera le chapeau. Tu ne l'aimes pas. Bonjour, merci pour votre intervention. Je me posais une question concernant la systémie et particulièrement la clinique de l'autisme. Vous disiez qu'on ne peut pas ne pas communiquer, et ça je l'entends très très bien, mais justement comment la systémie prend en compte cette question-là de la non-communication vécue par les parents souvent, quand il y a un enfant dans le spectre autistique très ancré. Voilà. Mais il n'y a pas de non-communication. Il y a le message « j'ai pas envie d'être avec vous » ou « j'ai pas envie de… » Il y a un comportement qui est porteur d'un message à quoi les parents vont réagir. Soit ils vont essayer de forcer un peu l'enfant à entrer dans une relation différente qu'une relation d'opposition ou de porte fermée, voilà. Mais ça fait réagir. Donc il y a une forme de communication qui donne les informations que l'enfant il n'a pas envie à ce moment-là, ou il n'a pas envie pour longtemps, d'être
en relation avec les personnes qui s'occupent de lui. Non, ça ne vous convient pas? J'avais ça, enfin, en posant ma question, j'avais à peu près ça en tête déjà, mais c'était simplement du coup quels leviers sont utilisés pour ces parents-là, parce qu'il y a quand même ce vécu important, quand même, de non-communication. Évidemment que l'enfant communique en disant je ne veux pas être en lien, enfin si on peut le schématiser comme ça, mais c'est plutôt quels sont les leviers thérapeutiques en fait à ce moment-là, comment on accompagne ces familles-là d'un point de vue systémique, j'entends. Alors, tu veux dire, Gilles, parce que j'ai une idée. Ouais. Je pense que quand on est enfermé comme ça dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'opposition, est-ce que c'est un terme qui vous convient? Oui. Eh bien, il faut essayer d'élargir le contexte interactionnel. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une espèce de dialogue impossible. Il faut élargir. Alors, on peut rechercher dans l'environnement le thérapeute, le travail social, le médecin, le grand-parent, l'oncle, la tante, le parrain, la marraine, le voisin, le copain, la copine, etc. Il faut élargir pour que ce que souhaite exprimer chacun puisse être triangulé. Oui, je vais rejoindre ton propos autour de l'idée d'élargir. Alors, tu le montres concrètement, on peut aussi le montrer psychiquement, c'est-à-dire que, évidemment, ça ne va pas être vécu du tout de la même manière si les parents pensent il ne veut pas communiquer avec nous, ou bien si les parents arrivent à penser il ne peut pas communiquer avec nous parce qu'il manque d'outils de communication, par exemple, ou bien c'est encore différent si ils se mettent à penser il ne peut pas communiquer avec nous parce que s'il communique avec nous, ça va le mettre en difficulté émotionnelle insupportable pour lui. Donc l'élargissement dont tu parles, il n'est pas seulement interactionnel, il est aussi mental, mais pour cela, effectivement, il faut arriver à constituer un espace psychique entre les patients, parents, familles et enfants et les thérapeutes qui nous amène à pouvoir vivre et ressentir qu'est-ce que c'est que ne pas être confronté à quelqu'un qui refuse ou qui ne peut pas communiquer avec nous, etc. Il y a tous ces niveaux-là, et en tout cas, l'élargissement est fondamental. Il y a deux questions. Merci. Il y avait une question sur Zoom qui dit « Bonjour et merci. Une illusion groupale est-elle toujours vouée à s'effondrer? Je pense aux groupes religieux. Sont-ils alors dans une illusion ?» Ah, l'illusion groupale est toujours destinée à s'effondrer. C'est toujours destiné à pas forcément à s'effondrer, mais à laisser la place à une prise en compte de la réalité. Et donc il y a une atténuation de la puissance de l'illusion groupale au profit d'une meilleure prise en compte de la réalité extérieure. Mais cet équilibre entre réalité intérieure et réalité extérieure, il est beaucoup plus instable dans les groupes que chez les individus, en moyenne, même si chez les individus, on peut voir cette instabilité très, très forte. Voilà. Mais la définition de la santé
difficulté psychique, de mon point de vue, c'est que cette illusion, elle ne se défait jamais complètement. C'est-à-dire, si on entreprend une action qui est difficile, on a besoin de maintenir de l'espoir. L'illusion groupale, c'est la même essence que d'avoir de l'espoir. Si on part battu pour recruter des membres pour l'association de musicothérapie, vous n'allez pas en recruter beaucoup. Vous avez donc besoin de maintenir cet espoir. Est-ce qu'il est illusoire? Mais en tout cas, cette illusion un peu est nécessaire et fondatrice. Elle est vitale, vous voyez. Donc elle ne doit pas être effondrée, parce que si elle est effondrée, c'est catastrophique. C'est une forme de dépression, on pourrait dire. Bonjour, Lara Wakim, musicothérapeute. J'interviens beaucoup autour de la dynamique de groupe, justement. Alors, j'ai pas forcément une question, mais en vous écoutant parler, j'ai beaucoup pensé à la musicothérapie, justement. En partant, je pars un peu du principe que vous avez dit, vraiment la première phrase, le groupe n'a pas de corps et il fantasme d'un corps. Et je me dis, en musicothérapie, quand on est dans une improvisation musicale, pour la plupart du temps, on est dans l'improvisation quand même. Est-ce que cette improvisation, cette production musicale ne devient pas corps à ce moment-là du groupe et que ça vient concrétiser, en tout cas cet appareil psychique, ce que le groupe est en train de vivre à ce moment-là, apparaît d'une manière concrète, audible, et que si on l'enregistre pas, cette production musicale, là, elle retourne, elle est éphémère, on est dans le sonore. Et ce rapport à ce sonore qui devient corps à un moment concret et après repart dans l'oubli ou dans une forme de souvenir, et comment cette empreinte finalement émotionnelle du vécu du moment musical dans un groupe, comment ça vient après justement alimenter ce fantasme de corps dans la restructuration, dans la réorganisation de ce groupe à fur et à mesure qu'on avance dans les séances. Voilà, c'est un peu la réflexion mais peut-être que ça va peut-être apporter des questions. J'ai pas une question vraiment claire, en tout cas autour de ça. Oui, ça résonne pour moi beaucoup, au sens de résonance affective, émotionnelle. Alors, je n'ai pas l'expérience de musicothérapie, mais j'ai l'expérience de musique beaucoup. Je fais beaucoup de musique, et évidemment, quand on parvient en quatuor à cordes à avoir une patte sonore commune, évidemment, ça présentifie tout à fait, et ça me parle tout à fait ce que vous dites, ça présentifie tout à fait ce sentiment d'être dans un corps commun, ça le concrétise constamment, et je suis d'accord que ça inscrit une trace que l'on garde en soi. En tout cas, si je fais de la musique, c'est pas seulement parce que ça fait plaisir aux auditeurs qui m'écoutent, mais c'est aussi parce que ça me fait du bien d'avoir ces traces en moi de pattes sonores partagées. Merci, je suis désolée pour les... Non, Daniel, on va devoir arrêter si on veut respecter le temps. C'est mon job ce matin, c'est mon travail ce matin, et je l'assume. On a besoin d'un petit temps de pause, et pour... en tout cas, je remercie beaucoup Gilles Catoire et Daniel Gorence d'avoir commencé ces journées, d'avoir répondu aux questions. Et puis... Et puis moi, je voulais spécialement remercier Daniel parce que ça fait plus de 20 ans, Daniel, que tu m'as accueilli dans ton service et que tu as soutenu la mise en place de la musicothérapie. Merci.